Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le bilan de la Summer Pal. Si vous êtes habitué de ma chaîne, vous savez qu'on n'est pas sur un cadrage classique, on est sur à peu près le même que celui de la Pal du mois de septembre. C'est vrai parce que je tourne techniquement moi ces vidéos proches l'une de l'autre et parce que la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne c'est la réorganisation des bibliothèques pour l'automne et du coup je ne peux pas là maintenant tout de suite me mettre devant les bibliothèques sinon ça vous spoil la vidéo réorganisation et j'en ai pas envie. Je préfère que vous découvriez les bibliothèques finies telles qu'elles sont là à côté de moi, j'avoue, mais dans la prochaine vidéo, c'est dans quelques jours pour vous. Le suspense est bientôt terminé, particulièrement pour ceux qui m'ont suivi en vlog parce que ça fait quand même un moment que j'ai fait cette réorganisation moi, mais vous la verrez enfin dans quelques jours. Et donc là je vais revenir sur les 4 livres et la BD que j'avais choisi de lire pour l'été. Je crois que je l'explique à chaque fois, dans chaque palais, dans chaque bilan de saison. Mais en fait je fais beaucoup de challenges toute l'année. Le Pumpkin, le Cold Winter, le Cozy Book Challenge, le Summer Book Challenge, je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin bref, je fais pas mal de challenges toute l'année. Et il y a des livres qui traînent dans ma palle et que je garde de côté et que je veux lire, mais que je n'arrive pas à mettre dans les challenges. Et donc, je les mets dans ces pales-là. C'est 4 livres et une BD par saison. Il y a un premier tome, une suite de saga, un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu et un genre spécifique par saison que j'ai choisi, plus une BD. La BD c'est parce que depuis quelques années maintenant je lis des graphiques, je lis des BD, mais depuis que je me suis inscrite à la bibliothèque, j'emprunte que des BD à la bibliothèque et donc je lis beaucoup de BD mais de la bibliothèque. N'empêche que j'en achète quand même un petit peu qui sont dans ma palle et que je prends pas particulièrement le temps de lire parce que je lis beaucoup de BD avec celles que j'emprunte à la bibliothèque. Donc en mettre une par saison, ça me rappelle un peu d'aller chercher les BD qui sont à moi et c'est pas plus mal. Donc dans cette vidéo là, je vais vous parler des 4 livres et de la BD que j'ai lu pour le... Enfin, qui sont ma Summer Pal. Ça fait un peu comme un update, un espèce d'update bonus. Et je vous les présente ici particulièrement, je vous les présente de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Normalement sur tous les updates sur la chaîne, je vous montre les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Dans ces vidéos là, je me fais un petit tri personnel sur celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Et soit je commence, soit je finis par la BD, ça dépend, j'avoue. Et là j'ai décidé de commencer par la BD. Donc la BD c'est La Brigade des Cauchemars, le tome 8, Jane de Franck Tillier, Guillaume Dumont et Drac. Mini parenthèse parce que moi je les entends, je sais pas si vous entendez les voitures passer, mais je vous avoue qu'à l'heure où je filme il y a beaucoup de voitures qui passent, donc je peux rien y faire si vous entendez malheureusement. Mais là pourtant la fête est fermée quand même. Bref, donc La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Guillaume Dumont et Drac. Et j'aime beaucoup cette saga, vraiment j'ai vraiment bien aimé ce tome 9. J'avais un peu de peine avec... depuis 3-4 tomes j'ai un peu de peine parce que maintenant les enfants vont dans les souvenirs et plus dans les cauchemars. Mais bon, à un moment donné, il faut que je passe à autre chose et que je me fasse à l'idée que ça continue à s'appeler la Brigade des Cauchemars alors que techniquement ils vont dans les souvenirs. En gros ici on suit un groupe de jeunes, je vais essayer de vous trouver une planche où on les voit sans que ça vous spoil trop. Donc on suit un groupe de jeunes, l'un de ces jeunes est le fils de ses parents, voilà, et ses parents ont une espèce de toute petite clinique, ce sont des chercheurs, des scientifiques un peu pas fous mais pas comme mode j'allais dire, non, pas conventionnel, voilà, et donc ils font des recherches sur les cauchemars des gens. Au début de la saga, la Brigade des Cauchemars qui est constituée de ces jeunes, hein, j'ai dit des enfants mais c'est des jeunes de 15-16 ans par là, en fait les scientifiques qui sont le couple envoient les jeunes dans les cauchemars d'une personne pour l'aider à passer à autre chose. C'est le genre de cauchemar que les gens font quasiment toutes les nuits, qui revient, etc. etc. Et donc envoyer des gens physiquement dans ces cauchemars, ça permet de savoir d'où ils viennent, de les traiter de l'intérieur et donc d'aider la personne qui fait des cauchemars. Et comme je le disais, depuis quelques tomes maintenant, ils vont dans les souvenirs des gens et en même temps c'est un peu lié parce que les peurs qu'on peut avoir, c'est quasiment toujours lié à un souvenir qu'on a. Genre tu ne nais pas réellement arachnophobe ou avec la peur de l'eau, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, ou la peur des profondeurs, c'est une peur qui va
se déclencher dans ta vie. Alors tu te rends pas forcément compte au moment où elle se déclenche et tu sais pas forcément pourquoi, mais aller chercher dans tes souvenirs, ça peut aider. Et donc c'est ça qu'ils font. Et au fil des tomes, on a aussi un fil rouge, notamment à partir du tome qui s'appelle Léonard. Franchement j'aime bien, je trouve ça assez chouette. Je n'arrive pas à trouver un endroit où ils sont à peu près tous réunis. Bon, on les a pas tous ensemble, mais en gros sur cette planche on les voit. Et je sais pas si vous l'apercevez, mais on a l'un de ces jeunes qui est en fauteuil roulant. Ce que je trouve très cool. Et le petit twist, c'est que quand il est envoyé dans les souvenirs ou dans les cauchemars, il peut marcher, ses jambes fonctionnent. Du coup c'est assez cool. Et vraiment il y a pas mal de choses assez fantastiques, un peu barré là-dedans, on va pas se mentir. J'ai eu un peu de mal avec les tomes, ouais, peut-être 6, 7, 8, je dirais. Et franchement, ce tome-là, je l'ai adoré. On est un peu au Far West. Et en fait, il y a particulièrement pour ce tome-ci, il y a ce côté enquête, ce côté vraiment, je voulais vraiment comprendre ce qui arrive à cette personne, ce qui se passait dans sa tête, pourquoi c'était comme ça, et l'explication est vraiment cool et vraiment intéressante. Et en même temps, c'est lié à tout le fil rouge mis en place depuis le tome qui s'appelle Léonard. C'est franchement une bonne saga. Bon, après c'est Frontillier, donc c'est pas non plus n'importe qui, mais j'aime bien. On va enchaîner avec ma déception de cette palle. Vraiment j'avais beaucoup d'espoir pour ça, peut-être un peu trop d'attente. C'est très dommage. Donc c'est Autopsie, tome 1, Whitechapel de Kerry Maniscalco. J'avais tellement d'attentes, j'avais tellement d'espoir pour ce bouquin. Et en fait, ça va pas en termes de construction. En gros, ici, on va être à Londres en 1888-89, je ne sais jamais, les dates sont écrites. 88, ce livre démarre le 30 août 1888, j'en ai parlé en vlog, j'en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré ce livre-là, ne serait-ce que dans la Summer Pal par exemple. Mais le 30 août 1888 démarre les meurtres de Jack l'Éventreur à Londres, et c'est ça qu'on va suivre, sauf que le point de vue est très très mal choisi selon moi, vraiment. On va être avec une jeune fille qui s'appelle Audrey Rose, qui vit à Londres. Donc on est fin du 19e, on est avec une jeune fille, donc elle est censée faire de la couture, de la broderie, être assise chez elle, etc. etc. Sauf que, comme c'est très souvent le cas avec les héroïnes bizarrement de cette époque-là, c'est pas du tout ce qu'elle a envie de faire, c'est pas du tout ce qu'elle veut faire. Elle veut étudier avec son oncle. Son oncle enseigne à la fac et a une formation de médecin chirurgien quasiment légiste pour l'époque. Et il accepte, enfin il lui donne des espèces de cours particuliers au début dans un espèce de laboratoire qu'il a au sous-sol de sa maison. C'est un peu gore, mais bref. La première scène, c'est ça. Hein. C'est Audrey Rose debout à côté de son oncle, devant un cadavre étendu sur une table d'autopsie, genre, et qui est en train de découper ce cadavre pour apprendre la médecine. Vraiment, c'est ça le début. Et ensuite, on a des cours, enfin on a un cours magistral notamment, un cours de médecine, et en fait, au premier cours auquel Audrey Rose a le droit d'assister, qui est donné par son oncle prend le cas de la première victime de Jack l'Éventreur. Alors à ce moment-là, on l'appelle pas Jack l'Éventreur, à ce moment-là, eux ils savent pas la terreur que ça va être à Londres et le nombre de victimes qu'il va y avoir. Mais donc voilà, il expose ce cas-là, et c'est un peu comme un jeu de rôle pour chercher à savoir comment on s'y est pris pour lui faire telle et telle entaille, où était le meurtrier, est-ce qu'il est droitier, est-ce qu'il est gaucher, etc. etc. C'est assez intéressant ce cours-là, sauf que très rapidement, il y a deux problématiques qui se posent pour moi. Premièrement, l'angle. On est avec une jeune fille extrêmement privilégiée, on est avec des gens riches, des gens qui font des cours de médecine, qui prennent ça de manière extrêmement froide, extrêmement lointaine. Alors de temps en temps, t'as un petit paragraphe où Audrey Rose te dit « Ah, mais c'est quand même un être vivant, c'est quand même une femme, même si c'est une femme de petite vie, ça reste une femme, etc. etc. » Mais tu sens bien qu'ils en ont rien à faire en fait de cette pauvre femme. Tout ce qu'ils voient en elle, c'est ce qu'elle peut leur apporter en termes d'études de la médecine. Et c'est horrible, vraiment c'est pas du tout ce que je voulais en termes d'enquête sur Jack l'Éventreur, vous voyez. Eux ils s'intéressent pas spécialement à Jack l'Éventreur et ils sont presque en mode on va avoir une deuxième victime parce que je sens qu'il a pas réussi à faire ce qu'il voulait, ça va être cool. Genre on va avoir une deuxième victime, ça va être cool. Ils sont en mode comme ça, ils sont pas en mode qui sait. Enfin, je trouvais ça extrêmement chelou. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la première version écrite par l'auteur, l'autrice, je ne sais pas, ici était plus longue et qu'on a coupé
pas mal de scènes, notamment au début, parce qu'en fait, on a donc la première victime, puis on a une deuxième victime, et on te dit que, alors j'ai pas été revérifier en détail les noms, les dates, etc. des meurtres de Jack l'Éventreur, mais on te dit que cette deuxième victime présentée, écoutez bien, on te dit que cette deuxième victime trouvée, présentée dans ce livre-là, on ne lui a pas fait la même chose qu'à la deuxième victime. C'est vraiment écrit Vraiment j'ai lu ça, j'étais en mode... Mais j'ai loupé des pages ou c'est la deuxième, c'est la troisième Et en fait non, plus loin, Audrey Rose fait référence à comme vous nous avez dit en cours, alors qu'on n'a pas eu ce cours-là. Alors ça peut être un cours qu'on n'a pas eu, mais je sais pas, de la manière dont elle parle, de la manière dont elle s'adresse à nous, lecteurs-lectrices, on est censé avoir nous aussi cette information-là, alors qu'on l'a pas. Et ensuite, plus loin, elle expose une théorie qui est complètement bancale et qui ne repose sur rien à ce moment-là de l'histoire. Quand tu connais la suite de Jack l'Éventreur, sa théorie se tient, mais pas à ce moment-là de l'histoire pour elle en fait. Ça crée plein d'incohérences entre ce que le personnage sait à ce moment-là de l'histoire et ce que nous on sait parce qu'on est en 2025 ou en 2020 ou en 2015 quand ce livre a été écrit, que Jack l'Éventreur est mort depuis bien longtemps et qu'on ne sait toujours pas qui c'est d'ailleurs. Enfin, vraiment, Et moi, ce que je voulais, c'est l'ambiance dans les rues de Londres, dans ce quartier de Londres, et on l'a un tout petit peu au début, parce que Audrey Rose, bien évidemment, en mode j'en ai rien à faire, et en même temps, je sais pas vraiment ce qui va se passer, elle va dans ce quartier-là un soir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle va dans le quartier des meurtres de Jack l'Éventreur, donc à Whitechapel, un soir, comme ça, en pleine nuit, toute seule. Alors qu'une jeune femme vient de se faire égorger. Voilà. Peut-être j'ai déjà fait sans savoir, mais elle sait parfaitement ce qui lui est arrivé. Et ouais, en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et ce qui est proposé ne me convient pas. Ça ne va pas, ça ne colle pas, ça débloque en fait, vraiment. Donc, à la page 61, j'ai lâché l'affaire. Parce que on vient d'avoir la théorie de Audrey Rose et j'ai lu 4 fois sa théorie. Vraiment, j'ai lu 4 fois sa théorie. Non seulement elle n'est pas très bien expliquée, mais en plus, si c'est bien ce que j'ai compris, elle peut pas avoir cette théorie-là à ce moment-là, l'histoire pour elle. Vraiment, je me répète, mais c'est pas possible selon moi. Vraiment, ça ne va pas, ça ne colle pas. Et c'est dommage parce que j'en attendais beaucoup. J'aurais aimé ce livre et c'est pas le cas. Le suivant, c'est le tome 1, il me semble. Oui, c'est ça, le tome 1 que j'avais mis dans la pile. Donc c'est L'affaire des oiseaux, le tome 1 des enquêtes d'Alfred et Agatha de Anna Campoy. Et pour tout vous dire, c'est le dernier que j'ai fini. Je l'ai fini là il y a quelques heures. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. J'avais un peu peur que L'affaire des oiseaux, ça fasse un peu trop référence, écho à Alfred Hitchcock, ses films, les oiseaux, tout ça. Sachant que j'ai pas vu les films d'Alfred Hitchcock. Ma seule rêve, c'est la série avec Freddie Highmore. Bates Motel. Si je dis pas de conneries, c'est lié à Alfred Hitchcock, mais c'est le seul truc que j'ai. Donc si c'est pas lié à Alfred Hitchcock, je n'ai rien d'Alfred Hitchcock. Je peux vérifier, mais je pourrais vérifier. Bref, donc j'avais un peu peur, et en fait, non. Alors ça parle bien d'oiseaux, effectivement, mais ça n'a pas grand chose à voir avec le film. Tu peux y voir quelques refs à Hitchcock, à son film, etc. Parce que même si j'ai pas vu le film et que je connais pas vraiment bien l'œuvre d'Alfred Hitchcock, bah, tu me parles d'oiseaux et d'Hitchcock, bah, tu sais, ça fait écho quand même à un moment donné. Je n'ai peut-être pas vu toutes les rêves qui sont faites à son œuvre. Et par contre, pour le côté Agatha, donc Agatha Christie, Agatha Miller ici, puisqu'elle est jeune enfant, enfin jeune préado, j'ai pas trop vu de trucs. Si c'était que son majordome s'appelle Hercule, mais c'est tout, vraiment. Après, l'histoire est construite comme un Hercule Poirot pour le coup. Vraiment, on a ces enfants qui enquêtent et puis ensuite on a l'espèce de finale. Alors, Agatha Miller peut pas le faire tout à fait comme Hercule Poirot le fait parce que c'est une jeune fille de 12-13 ans, tu vois, peut-être même moins. Mais l'idée est là. En gros, ici on va rencontrer donc le jeune Alfred Hitchcock qui vit dans un quartier pas très populaire, enfin plutôt aussi justement populaire, pas très riche, de Londres. Sachant que j'ai vérifié les dates, techniquement c'est pas possible. Les deux, Alfred Hitchcock et Agatha Christie, ont 9-10 ans d'écart, donc ils ont pas du tout... Ici ils ont 1-2 ans d'écart max, donc c'est pas possible dans la vraie vie, mais bref, c'est une histoire romancée s'ils étaient rencontrés, s'ils avaient le même âge. Par contre, ils ont effectivement tous les deux grandi à Londres, ça c'est vrai. Donc bref, lui il vit dans un petit quartier pas très riche de Londres. Il est dans une famille
assez modeste et il va à l'école publique, en gros. Enfin, peut-être privée, mais pas trop payante, en tout cas, d'après ce que j'ai compris. Et à l'inverse, Agatha Miller, donc, vit dans une très très belle demeure, dans l'un des plus beaux quartiers de Londres. Elle est d'une famille riche, etc., etc. Ça, pareil, historiquement, c'est vrai. Et en gros, au début, Alfred Hitchcock fait une connerie. Une énième connerie, c'est un petit garçon assez solitaire et qui fait pas mal d'expériences tout seul et qui fait donc pas mal de conneries tout seul. Et c'est pas un mauvais bougre, tu vois, mais ses parents, enfin son père notamment, en a un peu marre qu'il fasse des conneries. Donc il s'arrange avec le policier de la gendarmerie du coin, en gros, pour que Alfred, qui a 10 ans, un truc comme ça, passe une nuit en CP. On est fin 19e à Londres, bref. D'ailleurs, oui, c'est à peu près pareil que je suis en train de me dire, c'est à peu près les dates de. Incroyable. Parce que je crois que Agatha Christie est née en 1889 et lui est né en 1899, un truc comme ça. Bref, ils étaient quand même très. Bref. Et donc, il passe effectivement cette nuit au poste, dans cette espèce de cellule, et il va entendre un prisonnier clamer son innocence et demander à qui l'entend d'aller voir Agatha Miller pour qu'elle l'aide. Et donc Alfred va finir par aller voir Agatha Miller et lui demander son aide, et ensemble les enfants vont enquêter là-dessus pour essayer de comprendre si ce prisonnier est coupable ou innocent, s'il est innocent, qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et donc c'est lié à des oiseaux et à un événement qui est arrivé aux voisins d'Agatha. Franchement c'était vraiment chouette, c'était vraiment sympa. Je me suis prise au jeu, on n'est pas sur une enquête euh, très trash, évidemment c'est mené par des enfants, c'est résolu par des enfants. On est sur un vol, hein, on n'est pas sur un meurtre, encore que. Mais ouais, franchement j'ai trouvé ça hyper cool. Honnêtement je m'attendais, j'ai voulu tenter parce que Alfred et Agatha, vous voyez, mais je m'attendais pas franchement à aimer. Je m'étais dit ouais je tente et puis si ça me plaît pas je dirai pas la suite. Je crois qu'il y a 9 ou 10 tomes, peut-être même plus, je sais plus. Et en fait, je vais me procurer et je vais lire la suite parce que j'ai trouvé ça vachement bien. Le livre suivant, je l'ai beaucoup aimé. J'ai hésité pour l'ordre des deux, Alfred et Agatha, et celui-ci, et finalement j'ai mis celui-ci ici. On est sur de la romance young adulte. Je sais plus quel est le genre que j'ai choisi pour l'été. C'est probablement la romance. En tout cas, c'est PS I Like You de Cassie West. Et j'ai bien aimé, même si j'ai pas autant aimé que les autres livres de l'autrice que j'ai lus. Ici, on va rencontrer Lily. Elle va au lycée, elle est en première, il me semble, un truc comme ça. Donc elle a 15-16 ans. Elle a une vie assez banale, assez tranquille pour une adolescence de son âge. Elle n'a pas un grand groupe d'amis, elle a sa meilleure amie, elle est un peu considérée comme une originale au lycée, donc elle rentre pas vraiment dans le moule, elle fait pas partie des populaires, mais elle vit sa petite vie tranquille, et franchement elle, dans son coin elle est peinard, tu vois, elle a une famille un peu bruyante, un peu loufoque et assez nombreuse, donc ça crée un petit peu des problématiques entre frères et sœurs, comme on a eu si on a des frères et sœurs, vous voyez. Et voilà. Et puis un jour, elle va par ennui sur le bureau de son cours de chimie écrire les paroles d'une chanson. Et quand elle revient en cours le lendemain et qu'elle s'assoit donc à la même place, elle voit que quelqu'un écrit la suite des paroles. Alors qu'on n'est pas sur une chanson populaire, tu vois, on est sur une chanson d'un petit groupe pas très connu. Donc elle est surprise que quelqu'un d'autre connaisse ces paroles. Et les deux élèves qui ne se connaissent pas et qui ne savent pas qui est l'autre vont commencer une correspondance comme ça. Au début c'est sur la table et puis ensuite c'est sur des papiers, comme des lettres en fait. Ils vont commencer à échanger comme ça tout en ne voulant pas savoir qui c'est pour ne pas gâcher cette correspondance, mais en même temps en cherchant quand même à savoir qui est l'autre. En tout cas du point de vue de Lily, on n'est pas du point de vue de l'autre personne du tout. Moi j'ai rapidement deviné qui c'était et en fait j'étais un peu déçue d'avoir trouvé aussi vite, mais le suspense c'est pas de savoir qui c'est. Toute l'histoire c'est pour moi le message ici, et c'est quelque chose que j'ai déjà constaté dans ma vie, c'est que une chose, un événement, tu ne le prends pas de la même manière selon qui le fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, je pense que vous allez vite comprendre. Si ta meilleure amie te dit oh là là, ce haut il te va pas du tout, il est horrible sur toi,
tu vas te dire, bon, elle me dit ça, elle le pense vraiment, mais c'est pour pas que d'autres me voient avec, parce qu'elle est gentille, parce que, vous voyez. Par contre, si c'est quelqu'un avec qui t'as pas forcément une bonne relation, je sais pas si c'est une pote du lycée qui passe par là, ou quelqu'un que t'as pas vu depuis quelques temps, qui passe par là et qui te dit ça, tu vas en mode, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle est jalouse. Vous voyez, pour la même phrase, la même info, tu vas pas réagir de la même manière. Et ben pour moi, c'est ça le message ici. Et il y a parfois des choses que les gens font avec les meilleures intentions du monde et que toi tu prends mal, et qu'à partir de là, tu mets cette personne dans une catégorie. Genre, il te fait une réflexion, ou elle te fait une réflexion, cette personne, tu vois. Tu dis, oh là là, mais quel con. Alors qu'en fait, c'était soit pour blaguer, vraiment, sincèrement pour blaguer, vous voyez, soit par gentillesse, tu vois. Du style, je sais pas, t'as un bout de salade entre les dents. Vous voyez, tu peux très mal le prendre et te dire putain mais quel con ou quelle conne, et à partir de ce jour-là, tout ce que va te dire ou faire la personne, tu vas le prendre mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ben là c'est ça en fait, jusqu'à ce que tu te rendes compte que de base la personne elle a fait ça gentiment en fait, tu vois. Et que c'est toi qui l'as mal pris ou qui l'as mal interprété, et que depuis, tout ce qu'elle fait, elle a beau faire des trucs géniaux cette personne, et ben tu n'y crois pas, ou alors tu le prends à contre-pied. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis déjà rendu compte de ça, notamment dans mon travail. J'avais dit ça à une de mes collègues, tu vois, parce qu'on ne supportait pas un de nos collègues à l'époque, j'en parlais en vlog à l'époque. Et au bout d'un moment, je lui avais dit, arrête, parce que tout ce qu'il fait, ça ne va pas. Je lui avais dit par exemple ça, si c'est notre ancienne collègue qui l'avait fait, tu l'aurais pas pris de la même manière. Elle m'a dit, bah non, mais ça n'aurait pas été pareil. Alors que la situation est la même. Bref. Je m'embrouille et je me répète, mais je pense que vous avez compris. Du coup, pour moi, c'est tout ce message-là qui est important. Et une fois qu'on sait qui est son correspondant ou sa correspondante, on a un espèce de basculement dans l'histoire, parce que nous-mêmes, comme on est du point de vue de Lily, quand on nous présente les personnages, on a le même avis que Lily sur eux. Et donc quand elle a ce basculement, on l'a avec elle. Et franchement, j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé ça vraiment chouette. On n'est pas sur la meilleure romance de la Terre, on n'est pas sur la meilleure histoire de la Terre, mais on aborde quand même pas mal, on aborde quand même pas mal de thématiques de l'adolescence, et j'ai trouvé ça bien fait. Et enfin, bien évidemment, lui il était en numéro 1 pour cette palle, et il va être peut-être même dans ma meilleure lecture de l'année. Je suis désolée, j'ai pas récupéré la jaquette, elle est en bas, je pourrais aller la chercher, mais c'est pas très grave, il est aussi beau sans la jaquette. C'est donc Impitoyable Serment, qui était ma suite de saga pour l'été, puisque c'est le tome 2 de Lettres d'enchantement de Véronica Ross. Non, de Rebecca Ross. Pardon, c'est ça, Rebecca Ross. Je me mélange avec Divergente en même temps. J'ai absolument adoré ce tome, c'était absolument génial. J'ai pris mon temps pour le lire parce que c'est quand même un beau bébé de plus de 500 pages, et je suis contente d'avoir pris mon temps, je suis contente de l'avoir lu à mon rythme. Ça va être très compliqué de vous résumer l'histoire sans vous spoiler le tome 1. En gros, dans le tome 1, on va rencontrer, je ne sais plus comment elle s'appelle, Iris. On va rencontrer Iris dans le tome 1. La guerre s'est déclarée au début, avant que commence le tome 1. Quand on commence le tome 1, on suit Iris qui est dans sa moyenne ville, on va dire, c'est une ville assez grosse quand même, mais elle a un quotidien assez tranquille, assez loin de la guerre. Elle travaille comme journaliste, enfin du moins elle essaye de devenir journaliste, donc elle est au début, elle est en train en gros elle retape des trucs pour des gens, elle n'écrit pas vraiment des articles encore elle-même, mais c'est l'idée, elle travaille quand même dans un journal, elle a mis un pas dans ce milieu-là que je trouve absolument génial. Il y a d'ailleurs toute une histoire avec des machines à écrire, c'est une dystopie, fantasy, je sais pas trop, mais en tout cas, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas internet, il y a des machines à écrire. Je trouve ça absolument génial. Et donc, Iris va commencer à écrire des lettres à son frère, parti à la guerre. En gros, il y a toute une histoire de dieux qui se sont réveillés et qui se font la guerre l'un à l'autre. Donc il y a deux dieux qui sont une déesse et un dieu qui se font la guerre l'un à l'autre. Et en gros, chacun des dieux appelle les humains pour qu'ils rejoignent ces armées. Et donc les armées se battent l'une contre l'autre. Voilà, et donc le frère de Iris a rejoint l'une de ces armées. Et donc Iris écrit des lettres à son frère qu'elle espère lui envoyer, mais c'est envoyé de manière magique et elle ne sait pas réellement où atterrissent ces lettres. Elle espère juste de tout son cœur que c'est pour son frère.
Et ensuite, et un jour, elle va recevoir une réponse à ces lettres. Et à partir de là, avec sa machine à écrire toujours, va commencer une correspondance, un peu comme dans PS I Like You d'ailleurs. Et on va suivre ça, donc l'histoire d'Iris dans cette ville-là, avec ce journal et cette guerre en fond. On a une journaliste et une guerre en fond. Je vous laisse deviner où ça va mener la journaliste. Voilà. Et on va suivre cette histoire-là. Ici, si vous faites gaffe sur le livre, c'est marqué le nom du personnage masculin. Qu'on a le nom du personnage masculin principal ici. En fait, c'est un collègue d'Iris au journal. Ils sont concurrents l'un l'autre. C'est-à-dire que c'est deux jeunes quasiment étudiants qui ont intégré le journal et qui font les petites mains du journal. Et peut-être qu'un jour, l'un des deux obtiendra une chronique dans le journal. Donc, c'est ça qu'ils cherchent à avoir. Ils s'entendent pas très bien tous les deux. Et voilà, on va les suivre comme ça, en parallèle l'un de l'autre. On a toute sa famille à lui, toute son historique à lui aussi, qui se dévoile au fur et à mesure. Franchement, j'ai adoré cet univers, j'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé ça absolument génial. Je vais suivre les écrits de Rebecca Ross, c'est une certitude. J'espère qu'on aura d'autres livres d'elle, j'espère que d'autres livres d'elle seront traduits. Je sais pas si elle fera d'autres livres dans cet univers-là. En tout cas, le diptyque ici est bel et bien terminé. L'épilogue laisse penser qu'elle pourrait écrire autre chose dans le même univers, pas avec Iris et notre autre personnage principal, mais peut-être autre chose dans cet univers-là. Et franchement, je foncerai tête baissée, les yeux fermés, si vous avez la ref, parce que j'ai trouvé ça absolument génial. C'est le genre d'histoire extrêmement frustrante parce que je peux pas vous en dire beaucoup, sinon ça va vraiment vous spoiler. Mais ce que je trouve cool ici, c'est l'ambiance, l'écriture est vraiment dingue, la narration est vraiment chouette. Et ouais, en fait, je me suis totalement imprégnée de l'univers ici et j'aimerais vivre là-bas, même si c'est un peu la guerre quand même. Je me suis un petit peu étalée dans cette vidéo, peut-être qu'après mon montage restera plus courte que je pense, mais j'ai un petit doute. En tous les cas, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces livres et cette BD. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous publier la recommandation dans quelques jours. J'espère que vous serez au rendez-vous. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.